Ecorama, émission spéciale évidemment consacrée à la démission du Premier ministre et son impact économique. Avec vous, David Kayla, invité de la grande interview. Bonjour. Ah, je ne vous entends pas. Ah, bonjour, vous allez bien? Ça va? Oui, oui, très bien. Normalement, vous devriez m'entendre. Ouais, c'est bon. Maître de conférence à l'Université d'Angers et membre des économistes atterrés. Quand j'ai commencé à bosser, c'était évidemment hier soir et ce matin, je voulais qu'on parle de cette taxe sur le patrimoine financier. Je voulais qu'on parle de plein de trucs, mais c'est plus d'actualité puisqu'il y a cette démission du Premier ministre et de possibles élections anticipées. Un autre Premier ministre qui pourrait être nommé par les présidents de la République. Mais j'ai envie de dire que même au-delà, encore une fois, des changements politiques, on a une croissance. Ça ne sera pas évidemment sans conséquence sur la croissance. Il y a des déficits qui sont ce qu'ils sont et il y a des mesures correctrices à apporter pour essayer de stabiliser dans la durée la dette publique. Donc on change le casting, le personnel politique, mais les problèmes de fond, eux, demeurent. Bien sûr, les problèmes de fond. Attention, il faut distinguer deux choses. La situation budgétaire du pays, qui est effectivement problématique, hein, et la situation économique de la France, qui n'est pas si problématique que ça en réalité. Euh, il suffit de se comparer à l'Allemagne. Hein. L'Allemagne, 3 années de récession, peut-être une quatrième année, un coût de l'énergie très élevé, un problème de débouché parce que les exportations n'arrivent plus. En France, on a globalement un équilibre extérieur et une croissance bon an mal an de 1%, ce qui n'est pas génial, mais ce qui est loin d'être catastrophique. En fait, donc, le budget de la France, c'est ça le souci principal. Et sur ce budget, encore une fois, les chiffres sont têtus. On va terminer l'année où d'ailleurs? Parce qu'il y a tellement de chiffres. On termine l'année autour de 5 et quelques en termes de déficit public. Oui, alors bon, on n'a pas les chiffres tant que l'INSEE n'a pas fait les comptes, c'est difficile de prévoir, mais on est effectivement sur un niveau de déficit de 5% Voire un peu du plus. PIB. Voire un peu plus, non? Euh, On est à 5 plus, à quoi. 5 et 6. On est entre 5 et 6, vous avez Ouais. raison. Mais on était, voilà. Mais bon, c'est difficile honnêtement de savoir maintenant parce que les rentrées fiscales sont pas encore toutes là, et les dépenses non plus. Mais il faut bien comprendre que enfin, la cause première quand même de ce déficit public, c'est essentiellement la baisse des recettes fiscales. Si on reprend le taux de prélèvement obligatoire qu'on avait en 2017, hein, c'est-à-dire au moment de l'accès au pouvoir d'Emmanuel Macron, on était à 2,5 points de plus du PIB. Donc, si on est, mettons, à 6% de déficit, eh bien, en fait, si on était au niveau de prélèvement obligatoire de 2017, on serait à 3,5, Donc il donc ne bien fallait plus pas proche de la barre supprimer, des David 3%. Kayla, il ne fallait pas supprimer la taxe d'habitation. Ça nous a coûté 20 milliards d'euros, ça. Non, je dis pas ça. Je dis que Les Français sont ce qu'a contents de ne fait plus avoir Emmanuel de taxe Macron. d'habitation, hein. Non, non, mais la question n'est pas là. La question est qu'on a agi uniquement sur le volet recettes fiscales, en baissant les recettes fiscales. Alors, c'est pas que la taxe d'habitation, hein, l'essentiel des baisses de recettes fiscales, c'est l'impôt sur les sociétés, c'est les impôts de production, c'est ce qu'on appelle la politique de l'offre. Et puis pour compenser ces baisses, eh bien, Emmanuel Macron a aussi baissé, enfin supprimé la taxe d'habitation sur les ménages, hein, pour éviter que les entreprises n'aient quasiment que toutes les baisses, hein. Il y a aussi la disparition, enfin la transformation de l'impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière qui a aussi grévé pour 3 ou 4 milliards les recettes de l'État. Donc, en fait, le problème, c'est pas qu'on baisse les impôts, pourquoi pas. Mais derrière, eh bien, on n'agit pas sur les dépenses et donc on se retrouve avec un déficit plus important. Et le souci des dépenses, c'est que ce ne sont pas les dépenses de l'État, ce sont des dépenses sociales liées aux retraites essentiellement et à la santé. Et ça, eh bien, en fait, Mais ça, les Emmanuel Français ne Macron n'a veulent pas jamais qu'on y voulu. touche. Les Français, quand on les Ah, bien interroge, sûr. souvent d'ailleurs, ils disent qu'ils sont d'accord pour réduire les dépenses publiques, mais quand on leur explique que c'est la retraite ou les dépenses sociales, ça, évidemment, ils ne veulent pas et on peut les comprendre. Et ils veulent aussi des services publics qui fonctionnent. Or, l'essentiel de l'effort budgétaire a été fait sur les services publics et on voit les désastres, hein. Vers l'université, ça va pas très bien, mais au collège, au lycée, dans l'éducation et dans la santé et dans les hôpitaux, ça va aussi très mal. Il n'y a qu'à voir les délais d'attente aujourd'hui à l'hôpital. Donc, au bout d'un moment, il faut faire un choix. On peut pas faire peser l'ensemble de la baisse des dépenses uniquement sur les services publics en espérant que ça se dégrade pas trop. Par ailleurs, les dépenses de services publics sont aussi des dépenses de retraite, puisque ça a été dit beaucoup cet été, hein, par un certain nombre d'économistes. Dans les dépenses militaires, par exemple, ou dans les dépenses de l'éducation nationale, eh bien, il y a des surcotisations. Les fonctionnaires payent des cotisations bien plus élevées pour compenser en fait les retraités de la fonction publique. Donc en fait, là aussi, on a des dépenses de retraite qui sont cachées dans les dépenses d'éducation, Hmm. de santé ou de défense.
Ce retour de cette crise politique qui est de retour et qui va s'aggraver en France, c'est vrai qu'on tient un petit 1%, 0,9, 0,8 de croissance cette année, mais tout ça n'est pas et ne sera pas sans impact sur l'activité en cours et à venir. On l'imagine quand même. Quand on voit notamment les taux d'intérêt, on voit bien que les taux d'intérêt à 10 ans sont de nouveau en hausse, on est à 3,6%. Voilà, Non, mais les taux d'intérêt, effectivement, c'est lié à la situation politique. Alors, il faut bien dire à nos téléspectateurs ce que sont les taux d'intérêt. En fait, on parle des taux d'intérêt auxquels l'État emprunte. Donc, c'est pas forcément les taux d'intérêt auxquels les ménages et les entreprises empruntent. Néanmoins, il y a un lien entre les taux des ménages et des entreprises et les taux longs de l'État. Mais ça, c'est conjoncturel. Le souci qu'on a quand même, c'est que Emmanuel Macron ne cesse de nommer des premiers ministres qui sont rejetés par l'Assemblée nationale. Alors, peut-être qu'il faut une dissolution, peut-être qu'il faut un nouveau cap réel, parce que c'est plutôt une crise politique en fait. Et à mon avis, c'est pas très difficile de résoudre une crise politique. Enfin, je veux dire, je ne suis pas un responsable politique, je comprends bien les difficultés, mais il y a quand même aussi un déni de la part du gouvernement et notamment du président de la République, qui est de dire moi, je ne veux gouverner qu'avec des gens qui me sont proches. Hein, c'était Bayrou, c'était Lecornu. Barnier, c'est celui qui était le plus éloigné, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et voilà, le problème, c'est que la force politique la plus importante en termes de programme, c'est le NFP et qu'il refuse de nommer un Premier ministre qui soit issu du NFP. Voilà, donc peut-être que ça ne marchera pas, mais le fait qu'il ne le tente jamais, ça finit par agacer un peu tout le monde. Vous pensez que ça pourrait marcher aujourd'hui s'il y avait un Premier ministre issu du NFP, alors qu'on sait que les relations sont très tendues entre les filles et le Parti socialiste? C'est rien, mais en fait, j'en sais rien, mais sauf qu'on n'a pas essayé. Alors, après, on peut dissoudre aussi, hein. Mais le souci, c'est que Macron veut continuer de faire comme s'il n'y avait pas eu l'élection qu'il a pourtant convoquée de 2024, en fait, hein, une élection dans laquelle sa majorité a beaucoup perdu de postes de députés. En fait, donc il a essayé de rassembler une majorité plus importante en s'ouvrant à LR, mais LR non plus ne veut plus gouverner avec Emmanuel Macron. Donc, au bout d'un moment, soit il démissionne, soit il dissout, soit il trouve autre chose. Hein. Il a cherché LR, il a cherché le MoDem, il a cherché un Premier ministre de Renaissance. Maintenant, il lui reste le RN ou l'un des partis du NFP. Il n'est pas obligé de prendre la France Insoumise. Il peut prendre des gens plus modérés ou des gens de gauche, pas forcément NFP. On a parlé de Bernard Cazeneuve. Il n'a jamais essayé ça, quoi. Mais bon, après, moi, c'est pas mon rôle en tant qu'économiste de dire quelle stratégie politique il faut faire. Mon rôle, c'est de dire que la crise actuelle politique engendre effectivement une incertitude économique qui pénalise la croissance économique, mais que cette crise, elle est entièrement politique, elle n'est pas économique à la base. À la base, mais elle peut le devenir. C'est-à-dire que si on continue de ne pas avoir de gouvernement ni de budget, et si le président continue de s'entêter à n'envoyer que des proches comme Premier ministre, effectivement, la crise ne va pas s'arrêter. Mais ça dépend du président de la République. C'est à lui de résoudre la crise qu'il a lui-même engagée en dissolvant en juin 2024. David Kayla, d'un point de vue économique, on peut rester, parce que qui dit pour l'instant plus de gouvernement, pas de budget, rien, ça veut dire qu'on reste avec des déficits publics au-delà de 5%. Il faut rappeler que la zone euro est à moitié moins aujourd'hui. Combien de temps ça peut durer? Combien de temps est-ce que nos créanciers vont continuer à nous prêter? Parce que c'est aussi l'alpha et l'oméga, de savoir à combien se finance l'État français et aussi les particuliers et les entreprises. On peut rester combien de temps comme ça avec un déficit public un peu hors sol, en tout cas au-delà de 5%, alors qu'on a 1% de croissance, on n'est pas en phase de récession? Oui, en fait, on peut rester assez longtemps comme ça. En réalité, je sais que je vais vous surprendre, mais la France n'a pas de déséquilibre extérieur. C'est pour ça que la comparaison avec la Grèce n'a vraiment aucun sens. La Grèce avait des déficits extérieurs extrêmement importants, de genre de 6 à 10% du PIB, ce qui faisait qu'elle avait besoin de financement allemand et autres. Alors, certes, les Français, l'État français, lorsqu'il emprunte, il emprunte auprès de l'ensemble des marchés financiers, dont des étrangers. Mais en fait, l'épargne française, qui a beaucoup augmenté ces dernières années, alors c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'économie, hein, parce que ça veut dire que les Français ne consomment pas. Et néanmoins, elle a beaucoup augmenté, et ce qui fait que la France est devenue maintenant à l'équilibre vis-à-vis de l'extérieur. Donc, théoriquement, on a l'épargne qu'il faut pour emprunter, y compris avec des déficits à 5%. C'est ça que je veux dire. C'est que les déficits à 5% sont tout à fait solvables. Donc on peut rester encore, on peut rester encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans avec un déficit à 5% en France. On peut rester avec un déficit vis-à-vis, parce qu'on n'est pas dépendant de l'extérieur pour les financer. Néanmoins, il est évident que du point de vue du fonctionnement de l'État, c'est pas une bonne nouvelle et qu'à un moment, il faut qu'on ait un équilibre parce qu'en fait, les Français qui
d'abord qui épargnent beaucoup, c'est pas non plus une bonne idée. C'est-à-dire qu'il faudrait relancer la consommation. On a un taux d'épargne des Français qui est, à je pense, 19%. voilà, ceux qui nous regardent le connaissent très bien, qui est vraiment très élevé. Et donc, l'objectif, ça serait que les Français épargnent moins, consomment davantage, que ça fasse tourner la machine économique. Et du coup, on pourrait être supérieur à 1% de croissance, ce qui serait une bonne nouvelle. Et dans ce cas-là, eh bien, il faudrait qu'on réduise le déficit pour que cette baisse d'épargne ne se traduise pas par une hausse des besoins de financement de la France. Voilà, donc effectivement, à terme, il faut résoudre les déficits. David Kayla, si dissolution il y a, d'après les enquêtes d'opinion, les sondages, ce serait le RN qui arriverait en tête. Quand on entend les mesures économiques qu'il propose pour réduire les déficits, réduction de la contribution de la France au budget de l'Union européenne, les dépenses autour de l'immigration, la fraude sociale, la fraude fiscale, à les écouter, ça serait suffisant pour réduire significativement le déficit public. On en pense quoi quand on est économiste? Le compte n'y est pas, c'est clair. Après, ils ont aussi, j'ai entendu qu'ils avaient aussi l'idée d'augmenter comment dire, de rétablir une forme de fiscalité voilà, sur les très hauts revenus. Voilà, mais effectivement, le compte n'y est pas. On est là. Encore une fois, on parle de 2,5 points de PIB de baisse de recettes fiscales. Si on veut résoudre entièrement le déficit, il faut augmenter de 5 points ou de 6 points de PIB, ce qui est considérable. Juste les 2,5 points de PIB, j'ai regardé, c'est 75 milliards. Donc, si on rajoute des 5 ou des 6 milliards ou des 3 milliards par-ci par-là, on va pas arriver à 75 milliards, qui est quand même l'effort. Il faudrait même arriver au-delà de ça pour arriver à 3% du PIB de déficit. On est plutôt, alors bien sûr pas en un an, ça serait ridicule de pouvoir faire ça, mais il faudrait réduire le déficit de 80-90 milliards, de 100 milliards quasiment, dans les prochaines années. Alors ça peut se faire par la baisse des dépenses, ça peut se faire par la hausse des recettes. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'aujourd'hui, le seul levier qu'on utilise, c'est la baisse des services publics, c'est la dégradation. Quand on regarde l'évolution, on va dire, des salaires de la fonction publique, ce que les gens ont en net, c'est-à-dire qu'en gros, ça ne fait que baisser alors que le nombre de fonctionnaires et d'agents de la fonction publique n'a cessé d'augmenter parce que les missions aussi ont beaucoup augmenté. Donc, on voit une paupérisation de la fonction publique, c'est pas très bon pour l'avenir du pays. Ouais, donc David Kayla, en creux, implicitement, vous dites que vous préféreriez plutôt des hausses d'impôts, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vont vous dire, ah bah, attendez, on est déjà le pays où la pression fiscale en Europe et dans le monde est parmi les plus élevées. On peut encore augmenter au risque de décourager les entrepreneurs, les gens qui ont envie de travailler plus? Je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir aussi sur la question des retraites. C'est le premier poste de dépense, donc voilà. Après, il faut savoir ce que vous avez dit vous-même, les Français n'ont pas envie de voir baisser les retraites. Donc, et le RN d'ailleurs ne propose pas ça. Mais au bout d'un moment, il faut se poser la question. On peut pas tout avoir. Si il faut augmenter les recettes, c'est vrai que c'est ça qui a baissé beaucoup. Les recettes ont baissé, ça c'est objectivement. Les besoins ont augmenté à cause du vieillissement de la population. Et donc, si on baisse les retraites et que les besoins augmentent, faut trouver un système. Est-ce que on peut augmenter les recettes? Oui, parce que les recettes ont déjà été plus élevées auparavant et que la France n'était pas en faillite. En 2017, la France n'était pas en faillite. Voilà, donc, et les recettes étaient 2,5 points de PIB plus importants qu'aujourd'hui. Mais pour autant, les prélèvements obligatoires, en France, rapportés au PIB, je crois que c'est de mémoire, je passe votre contrôle, autour de 44%. On est déjà, je sais pas, à 4 ou 5 points de plus que le reste de la moyenne de la zone euro, qui ne vivent pas, qui ne sont pas des pays sous-administrés. Mais ils n'ont pas le même système de retraite. La France est le pays avec le système de retraite le plus généreux. Ouais. Si les Français veulent garder un système de retraite tel qu'il est, là, on est à 42,8%. J'ai les chiffres de l'INSEE sous les yeux, 42,8% de prélèvements obligatoires. On était, effectivement, en 2017, à 45,3%. Donc, on a dépassé les 45%, c'est le plus élevé. Donc, on est passé de 45,3% sous Macron à 42,8%. Voilà, mais donc, on a augmenté les dépenses de 2 points. Donc ça fait une baisse de 2 points sous Emmanuel Macron des prélèvements obligatoires pour des Français qui ont le sentiment de payer plus d'impôts. Là, encore une fois, il faut expliquer ce décalage entre les chiffres et le ressenti. C'est logique. C'est logique parce que, alors d'abord, ils payent moins d'impôts de fait parce ils ont perdu leur, ils payent plus la taxe d'habitation et la taxe foncière, même si elle augmentait moins que ce qu'ils ont payé. Les entreprises, beaucoup, payent moins d'impôts. Et ça, les Français ne s'en rendent pas forcément compte. La baisse de l'impôt sur les sociétés à 25% contre 33% il y a quelques années, forcément, les Français ne s'en rendent pas compte. La disparition des impôts de production, pareil. Alors, par contre, là où il y a une frustration des Français, c'est qu'effectivement, ils constatent la dégradation du service public. Et ça, c'est un énorme problème, à mon avis, dont on ne parle pas assez. Et puis, ils voient bien aussi
que les retraites n'augmentent pas. Et c'est ça le paradoxe, c'est que les retraites individuellement, pour les gens qui partent à la retraite, n'augmentent pas. C'est le nombre de retraités qui augmente et qui a un coût important. Et par rapport aux autres pays, la France, effectivement, a choisi un système de redistribution plus généreux que d'autres pays, mais elle refuse d'augmenter les impôts en conséquence, d'où les déficits. Voilà, mais après, c'est un choix politique, hein. Moi, je ne suis pas là pour me substituer aux citoyens. Bon voilà, merci beaucoup. Entretien avec vous, David Kayla, maître de conférence à l'Université d'Angers, membre des économistes atterrés. Merci à vous. Bon, en tout cas, je ne vous sens pas totalement Merci. serein quand même. Je ne vous sens pas serein, même si d'un point de vue économique, évidemment, vous l'êtes. Non, je ne suis pas si inquiet. Je pense qu'il faut arrêter aussi avec le discours qui consiste à dire on va tous se faire finir comme la Grèce, parce que ça, c'est faux. Voilà, donc il ne faut pas non plus être trop inquiet. Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'on ait une visibilité politique. C'est ça le souci. Ça, c'est la responsabilité d'Emmanuel Macron aussi. Allez, entretien à voir également en replay sur Boursorama et sur YouTube. Merci à vous, à bientôt. Merci, au revoir.